Tunisie, le parti de Nabil Karoui, une des principales têtes d'affiche de la prochaine présidentielle, a accusé le Premier ministre Youssef Chahed, lui-même candidat, d'être derrière l'arrestation de son leader. Au Soudan, le président déchu Omar El-Béchir est apparu samedi pour la deuxième audience de son procès pour corruption devant un tribunal de Khartoum. Lors de cette audience, la défense a réclamé sa libération sous caution. Et puis au Niger, les examens de fin d'année scolaire ont été catastrophiques à tous les niveaux. Des résultats qui prouvent le faible niveau des élèves et posent le problème de la qualité des enseignants. On en parle dans cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. En Tunisie, le parti de Nabil Karoui, une des principales têtes d'affiche de la prochaine élection présidentielle, a accusé samedi le Premier ministre Youssef Chahed d'être derrière l'arrestation de son leader. Nabil Karoui a été arrêté vendredi alors qu'il revenait de Béja, localité du nord-ouest du pays, où il venait d'ouvrir un nouveau local de son parti. Intervenant à 3 semaines du premier tour de la présidentielle, cette arrestation fait monter la tension autour du scrutin. Jusque-là, le camp du Premier ministre Youssef Chahed n'a pas réagi à ces accusations. Il faut dire que malgré cette arrestation, l'instance chargée des élections a précisé que Nabil Karoui demeure candidat à la présidentielle. Je vous propose à présent quelques extraits de la déclaration faite par le bureau politique du parti de Nabil Karoui. Cette arrestation a été opérée par un groupe au sein du pouvoir qui refuse la transition démocratique, un cabinet noir qui utilise tous les moyens de l'État, des moyens irréguliers, qui utilise des procédures judiciaires illégales pour revenir sur tous les acquis de la Tunisie post-révolutionnaire et revenir aux pratiques dictatoriales scélérates. Ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie est la conséquence de la tentation dictatoriale d'un groupe qui est au sommet de l'État. Ce groupe est distinct du pouvoir en place. Il est même distinct de Tahia Tounes. Il s'agit d'une organisation occulte qui est chapeautée par Youssef Chahed et qui agit parallèlement à l'État en utilisant ses moyens de façon illégale et immorale. La campagne va se poursuivre exactement comme on l'a commencé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune accusation sur la tête de M. Nabil Karoui, donc il est toujours candidat. L'ISI a elle-même spécifié la chose, donc tout continue normalement. Bien sûr, il y a... En Algérie, une rencontre inédite des organisations liées au mouvement de contestation avec des partis d'opposition et des personnalités publiques s'est tenue samedi. Objectif de la dite rencontre, rapprocher les points de vue sur une sortie de crise. Les détails. La rencontre d'Alger est la première du genre depuis le début du mouvement de contestation en février. Il s'agit d'un premier pas très positif, a estimé Maître Saïd Sali, un des représentants de la société civile et vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, l'ADDH. C'est un signal fort au pouvoir que le dialogue se fait dans la société, ouvert, inclusif, en phase avec le Irak, mouvement de contestation, pour faire aboutir ses revendications légitimes et aller vers la nouvelle République, a-t-il ajouté. Une commission de suivi mise en place lors de la rencontre va travailler sur les différentes feuilles de route proposées afin d'établir un plan consensuel de sortie de crise. Le président du Rassemblement Action Jeunesse rage d'ajouter « La force du pouvoir réside dans notre division ». Cette nouvelle initiative précède la mobilisation du vendredi. Les Algériens ont à nouveau manifesté massivement dans le centre d'Alger au lendemain de l'entrée du mouvement de contestation inédit dans son 7e mois. Comme pour calmer un tant soit peu les ardeurs, les autorités ont chargé une instance de dialogue, de consultation en vue de définir les modalités d'une présidentielle, une proposition systématiquement rejetée par la contestation. Au Soudan, le président déchu Omar El-Béchir est apparu samedi pour la deuxième audience de son procès pour corruption. C'était devant un tribunal de Khartoum. Lors de cette audience, la défense a réclamé sa libération sous caution, une requête que le juge a promis d'examiner en fixant la prochaine audience au 31 août. Omar El-Béchir fait face à des accusations de possession de devises étrangères, de corruption et de trafic d'influence. Samedi, le juge a entendu 3 témoins
dont 2 enquêteurs qui avaient perquisitionné sa résidence où avaient été retrouvées de grosses sommes d'argent. Le 19 août dernier, un enquêteur avait déjà affirmé qu'Omar El-Béchir a avoué avoir reçu près de 90 millions de dollars en espèces de l'Arabie saoudite. L'ONU a tenu une réunion en Centrafrique, pays qui connaît une relative accalmie sécuritaire depuis la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés le 6 février. Objectif, évaluer la situation et exhorter ceux qui résistent encore à respecter leur engagement. C'est pourquoi je voudrais féliciter et encourager ceux qui se sont attelés à la mise en œuvre de l'accord. Quant à ceux qui hésitent encore, je les exhorte à respecter leur engagement. Et à partir du 23 février, à partir d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus tolérer des attitudes qui jusque-là ont été tolérées. En Éthiopie, plusieurs organisations d'aide humanitaire ont lancé un cri d'alarme à propos du sort de centaines de milliers de déplacés éthiopiens. Ces derniers ont fui les violences intercommunautaires dans le sud du pays et vivent dans des lieux impropres à l'habitation humaine. Des précisions à travers cet élément. Durant le seul mois de juin 2019, plus de 800 000 personnes ont fui les violences le long de la frontière entre les régions Oromo et Somalie, dans le sud-est de l'Éthiopie. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, une première vague d'exode avait eu lieu lorsque des combats avaient éclaté en avril dans cette zone et il est difficile d'estimer le nombre total de déplacés. La plupart vivent sans abri ni conditions sanitaires correctes et la situation risque de s'aggraver avec le début de la saison des pluies, a averti l'Agence de l'ONU pour les migrations. À l'en croire, ceux qui ont fui récemment sont venus grossir les rangs des quelques 1,8 million de déplacés déjà recensés en Éthiopie. Nombre d'entre eux ont trouvé refuge auprès des parents, dans des écoles, des bâtiments publics et des usines désaffectées. Pour le Comité international de la Croix-Rouge, les affrontements intercommunautaires dans le sud de l'Éthiopie alimentent une crise humanitaire qui se développe rapidement. Cette crise passe complètement sous les radars de la communauté internationale et les conséquences de cette négligence pourraient être désastreuses car si l'aide humanitaire n'augmente pas rapidement, des risques de malnutrition et de maladies vont se développer. Au Bénin, la fermeture des frontières avec le Nigeria suscite beaucoup de polémiques. De nombreuses personnes souffrent du blocage de leurs activités. On enregistre également des craintes d'insécurité. Reportage. 4 jours que sont fermées les frontières entre le Bénin et le Nigeria et déjà, les populations des 2 pays suffoquent. Les activités sont au ralenti, les frontières ont perdu leur animation habituelle. 3 jours maintenant, tout est bloqué. Vous rentrez dedans maintenant, vous allez voir que c'est triste quoi. L'essence maintenant, vraiment, avant c'était à 300, 325. Maintenant, ça vient jusqu'à 600, 500. Vous voyez, si ça continue comme ça, peut-être qu'on va rentrer à la maison. The situation is very terrible because, La situation est terrible parce que nous n'avions rien entendu. On a juste appris que la frontière est fermée. Quand vous regardez le long de la voie, rien ne bouge. Tout est au ralenti. Depuis le matin que j'ai ouvert ma boutique, je n'ai même pas vendu pour 1 naira. 1 naira since morning. Et le fait que nous rentrons au Nigeria pour acheter, revenir, revendre ici, bon, tout a coupé. On n'a pas encore atteint 1 semaine, mais nous savons ce qui se passe. Il n'y a pas d'activité. Donc on sera obligé, on sera à la maison et sera braqué. Nous sommes à la frontière. Et nous savons ce que nous vivons ici. Notre prière est que ça n'a qu'à vite prendre fin. Seules les personnes disposant de passeports peuvent traverser la frontière, et ce, sans marchandises. Durera, durera pas, nul ne peut deviner la suite de cet état de choses.
Au Niger, les examens de fin d'année scolaire ont été catastrophiques à tous les niveaux. Au brevet d'études du premier cycle BEPC, le taux est de 33,4% et de 26,56% pour le baccalauréat. Des résultats qui prouvent le faible niveau des élèves et posent le problème de la qualité des enseignants. On écoute la réaction du secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger. Les résultats sont catastrophiques. Dès que ça ne marche pas, dans un système, c'est les enseignants. Quand ça marche, c'est la politique qui a bien géré le système, c'est à elle qu'on jette les fleurs. Je crois qu'il faut qu'on soit logique sur toute la ligne, aller-retour. Et si c'est le gouvernement qui fait bien le système, alors lorsqu'il est mal, il faut aussi reconnaître que c'est lui qui le fait mal. Cela est une évidence et c'est incontestable chez nous. L'enseignant qui est accusé à tort, parce que le résultat est catastrophique aujourd'hui, je crois qu'il est accusé parce que peut-être on n'a pas d'arguments à donner, ou alors on accepte les arguments qui tombent sous l'essence. Et il faut reconnaître que le Niger a son histoire de le système éducatif. Et cette histoire n'est pas exempte. D'ailleurs, elle est même truffée de beaucoup d'erreurs, notamment l'incapacité de nos gouvernants à faire un choix souverain et un choix national d'un système éducatif et de la façon de le gouverner. Nous avons, parce que nous tendons la même propagande souvent de quoi gérer notre système, était toujours obligé de nous plier à 4 pour faire la volonté du donateur. Quand le primaire est malade, il ne peut que fournir au collège et en tout cas des élèves avec un niveau catastrophique. Le collège a beau faire, il donnera au lycée, et en tout cas des lycéens de la seconde avec un niveau qui n'est pas en tout cas requis pour continuer. Et du coup, si l'examen est un tout petit peu propre, en tout cas la tare qu'on a entassée, puisque les conséquences du primaire se reportent au collège, ces insuffisances du collège vont se reporter au lycée notamment, et ces 3 degrés-là vont bonifier le problème et ça va se reporter de manière catastrophique sur le bac. Cela va sans dire et c'est comme ça au niveau de tous les cycles. L'examen du bac n'est qu'un élément indicateur du malaise du système éducatif. Et dans tous ces processus-là, le programme, la politique éducative, la gestion du système, son financement, tout ça, c'est l'enseignant. Non, l'enseignant est le produit d'un système, malheureusement, qui se porte très mal. Parce que ce sont les élèves, quand même, du système qui deviennent des enseignants. Mais lorsque déjà nous sommes d'accord que notre système se porte mal et que le produit qu'il sert est lui aussi médiocre, il va de soi que l'enseignement recrute forcément dans ce lot-là du produit du système. Mais ils ne sont pas exemptés de cette insuffisance, de cet état. Au Gabon, l'autorité de régulation des médias a suspendu pour 2 mois l'accréditation du journaliste de Radio France Internationale. L'institution juge mensonger un article de ce journaliste mettant, selon elle, en cause l'intégrité physique du président Ali Bongo Ondimba. Le journaliste de Radio France Internationale n'est plus autorisé à exercer son métier au Gabon sur une période de 2 mois. L'autorité de régulation des médias a suspendu son accréditation, jugeant mensonger un article de ce journaliste mettant, selon elle, en cause l'intégrité physique du président Ali Bongo Ondimba. À l'origine de cette décision, un reportage publié samedi sur le site internet de la Radio France sur la cérémonie de la fête de l'indépendance à Libreville en présence du chef de l'État 10 mois après son accident vasculaire cérébral. Le président de la République ne s'est à aucun moment levé comme autrefois pour saluer les troupes de l'armée lors du défilé militaire, avait notamment écrit le journaliste gabonais de RFI sur le site de la radio. Pour l'autorité de régulation des médias, l'article utilise des informations inexactes avec insinuations malveillantes mettant en cause l'intégrité physique du président Bongo. Ce dernier, conformément aux directives du protocole d'État, s'est levé chaque fois que nécessaire, soutient l'instance de régulation qui a également suspendu pour 3 mois l'un des principaux sites privés d'information en ligne du Gabon, Gabon Review. En cause ici, un article publié début août ayant nui à l'image de l'autorité de régulation des médias par des insinuations malveillantes, selon elle. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.